Nouvelle-Calédonie, actualité. Le gouvernement réunit aujourd'hui pour statuer sur un cadre juridique et tenter de pérenniser le budget de l'enseignement privé. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, est notre invitée ce soir pour en parler. Les ignames repartent à la hausse sur l'île de Ningoné. Toutefois, face aux intempéries, aux maladies, aux ravageurs et à l'augmentation du prix de vente, il est parfois difficile de s'en procurer sur l'île. On fait souvent appel à de gros producteurs sur la Grande Terre, ce qui soulève des interrogations. On le développe dans cette édition. À la fin de ce journal, nous ferons le point sur la victoire de l'association sportive de l'Académie féminine de football. L'équipe de la SAF a remporté la première Ligue des champions d'Océanie féminine, un moment historique. On en parle avec Adrien Espinoza juste avant lundi sport consacré à cette victoire. Avant de développer ces titres, troisième jour de mobilisation pour les techniciens de Gazpac, le seul fabricant de gaz en Nouvelle-Calédonie. Ils disent défendre l'emploi local et les promotions en interne. La GBNC a pu être livrée aujourd'hui grâce au stock, mais l'entreprise Gazpac a stoppé sa production pour le moment. D'autres secteurs tels que les mines ou encore le CHT ou les pharmacies par exemple risquent d'être impactés par la mobilisation si la mobilisation continue. Des clients également sur Tahiti risqueraient d'être impactés. Écoutons Stéphane Benoît, porte-parole des syndicats réunis et délégué syndical de l'USTKE. On a eu une rencontre vendredi avec la direction, simplement avec la RH. Actuellement, tout le monde campe sur leur position. Donc à aujourd'hui, c'est statut clos, tout le monde campe dessus, du coup il n'y a plus de négoce en fait. On n'a que contact avec la RH actuellement, on a eu un contact ce matin en fait, pour savoir si nous on a eu des avancées de notre côté. Et elle, pareil, pas d'avancée au fait. Oui, on a une grosse quantité de stock, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on doit répondre à du marché extérieur, ou on doit répondre sur Tahiti, où justement, ils attendent du méopa. Là, par contre, je ne sais pas comment que ça va se passer pour cette fabrication, parce que c'est un gaz qui est spécifique, en fait. Pour l'instant, les techniciens qui le produisent sont actuellement avec nous en train de jouer au boule, en fait. Depuis la semaine dernière, les différents financeurs de l'enseignement privé se sont réunis pour définir une nouvelle répartition de l'argent versé par les communes, les provinces et le gouvernement. Jusqu'à présent, les provinces finançaient seules l'internat et la restauration, que ce soit pour les maternelles, les primaires, les collèges ou les lycées. Elles le faisaient sans qu'une réglementation les y oblige. Et c'est tout l'objet des travaux à venir, définir de nouvelles règles juridiques pour encadrer les financements et assurer une visibilité à plus long terme pour les établissements privés qui accueillent presque un quart des élèves de Nouvelle-Calédonie. Pour davantage de précisions, nous recevons ce soir Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonne nouvelle, après plus d'un mois d'incertitude, l'enseignement privé sort enfin la tête de l'eau. Madame Chamorro, vous avez annoncé aujourd'hui que le gouvernement donnerait 200 millions pour terminer l'année. Ce premier pas est-il suffisant ? Alors, je vous remercie. Dans votre reportage, on rappelle déjà l'importance de l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie, puisque vous l'avez dit, c'est 25% des effectifs. Et puis, c'est surtout un enseignement de proximité, puisqu'il est présent sur les 3 provinces, et notamment très présent dans le nord et dans les îles. Et la dernière chose, c'est qu'il y a aussi une obligation pour les collectivités d'offrir une liberté d'enseignement aux familles entre le public et le privé. Donc, ça fait de nombreux mois qu'on travaille sur ce sujet. Ça a été accéléré ces dernières semaines avec un accord politique qui est très important, qui a été pris notamment par la Nouvelle-Calédonie, mais aussi par les provinces et puis également par les communes. Et donc, pour les financements de 2023, je voudrais vraiment rassurer les familles, les élèves et également les personnels. Les financements de cette année, notamment des provinces, vont atteindre les mêmes niveaux que l'année dernière. Il y a eu le budget supplémentaire de la province Sud la semaine dernière, et la présidente de la province Sud l'a également confirmé. Et nous, du côté du gouvernement, nous allons également prévoir 200 millions en plus cette année, ce qui va permettre de finir l'année dans des bonnes conditions et de se préparer pour mettre le cadre juridique nécessaire pour la rentrée 2024.
Alors justement, lors du dernier groupe de travail des présidents de l'exécutif, il a été acté la répartition des financements des services annexes, donc comme suit, les lycées par le gouvernement, les collèges par les provinces et le primaire par les communes. Ça représente environ quel budget pour chacune des institutions ? Alors pour l'instant, c'est un budget total quand même d'à peu près 2 milliards qui est pris en charge principalement par les provinces. Alors il y a des dépenses qui sont obligatoires, celles-là elles sont sanctuarisées, il n'y avait pas de problème dessus. Par exemple, l'État verse par exemple 13 milliards de masse salariale, donc ça il n'y a pas de sujet, en tout cas pas de danger sur ces dépenses. Et puis il y avait tout ce que versaient les provinces pour 2 milliards quasiment, et là il faut un cadre réglementaire sur ce sujet. Donc c'est ce qui est payé dans les internats et ce qui est payé également dans la demi-pension. Et au niveau des communes pour le primaire, est-ce qu'elles pourront absorber un tel budget ? Alors, ce qui est également intéressant, c'est que dans les premières réunions de travail, les provinces se sont également engagées à accompagner les communes sur une période qui restera à déterminer. Et nous allons passer au Congrès sur un calendrier très serré avant la fin de l'année. Et il va y avoir cette clé de répartition qui va être donc calée entre les différents financeurs. Et ce que j'espère, c'est que dans la délibération également que nous allons proposer au Congrès, il y ait une durée d'environ 3 à 5 ans. Et cette durée va permettre également de pérenniser, de sécuriser les financements pour les enseignements privés, qu'ils aient vraiment une lisibilité sur les années à venir. Donc justement, vous parlez d'une délibération. Vous avez travaillé, l'exécutif a travaillé à la mise en place d'un cadre juridique pour sécuriser les financements. Concrètement, quel est-il et sera-t-il effectif pour la rentrée 2024 ? Alors ce sera une délibération qui va poser des principes généraux. C'est ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire que les lycées, la part des lycées serait prise en charge par la Nouvelle-Calédonie, les collèges par les provinces et les communes seraient davantage dans les années à venir sur le primaire. Ça, c'est le texte qui va fixer les grandes modalités de répartition. Ça va parler aussi de la durée, comme je vous le disais. Et puis après, il va y avoir des conventions pluriannuelles. Et là, ce sera des conventions très précises qui vont dire par financeur, par type également d'établissement, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, à partir d'un coût par élève. Alors, ce qui est important, c'est que ce coût par élève, eh bien, on va le calculer aussi en fonction de ce qu'on fait dans le public pour qu'il y ait une parité entre le public et le privé et qu'il y ait ce même service qui soit servi à tous les jeunes élèves de Nouvelle-Calédonie. Et au sein de l'enseignement privé, comment vont se répartir les financements entre l'ASE, la FELP et la DEC ? Alors les 3 enseignements privés sont dans des situations aussi un petit peu différentes. L'enseignement qui a le plus d'effectifs, c'est la DEC et qui est dans une situation que je salue d'ailleurs de gestion saine de ses finances. Et puis après, il y a les 2 enseignements protestants qui ont des effectifs qui sont moins importants avec des situations financières plus complexes, notamment l'ASE qui est en redressement judiciaire. Et il y a, je pense, une réforme de fond à faire qui est un petit peu indépendante du sujet dont on parle aujourd'hui. Donc les financements, en fait, ils se calculent en fonction des effectifs et ces coûts vont se répartir en fonction des effectifs de la carte scolaire. Alors, je voudrais dire aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, c'est que ce qui est important également, c'est de bien travailler une carte scolaire qui prend en compte les besoins du privé et du public, avec, quand c'est possible, des pistes d'économie, des pistes de mutualisation. On va perdre plusieurs milliers d'élèves, je pense à peu près entre 3 000 et 4 000 élèves d'ici 2030 dans le primaire. Et donc, il va falloir qu'on fasse des efforts en concertation, une fois ces financements sécurisés, pour voir s'il y a aussi des pistes d'économie et des pistes de rationalisation sur cette carte scolaire. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, avant de se quitter, vous confirmez bien que les enfants et le personnel encadrant pourront faire une rentrée sereine, sans perturbation à ce sujet ? Moi, je souhaite m'engager, oui, déjà rassurer au point où on en est actuellement sur les financements 2023 et sur ce cadre réglementaire qui va se mettre en place. Pour moi, c'est un engagement dans ma responsabilité de membre du gouvernement, mais je voudrais rappeler aussi l'engagement de tous les exécutifs qui étaient là à la réunion de travail qui a été consacrée à l'enseignement privé. Chacun est prêt également à continuer ses efforts pour que l'enseignement privé garde sa place en Nouvelle-Calédonie. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. Direction Marais, cette année sur Ningoné, les productions d'igname remontent à la hausse après les derniers cyclones. Mais si l'on ajoute les maladies, les ravageurs et l'augmentation du prix de vente du tubercule, un besoin en plan se ferait ressentir sur certaines variétés. Des associations en achètent donc chez des gros producteurs de la côte ouest du pays et les revendent sur Ningoné. Des initiatives qui soulèvent des questionnements. Voyez ce reportage de Duke Menango. Cette année, trop d'igname vendus et exportés vers Nouméa
serait en partie à l'origine d'un manque de plants sur l'île et nécessiterait l'importation de certaines variétés, comme celles proposées lors de ce petit marché. Pour ce cultivateur du nord de Marais, c'est un peu un non-sens de faire venir ces ignames sur cette île dont l'histoire est dite liée à ce tubercule. Je crois qu'ici à Marais, il faut refaire aussi la mécanisation pour voir pour avoir toujours des plans. C'est ça le plus important. Et puis il faut mobiliser surtout les personnes, les clans de la terre, parce que c'est leur rôle. Et le problème maintenant, c'est que c'est les clans de la terre qui achètent des ignames dehors et qui nous vont ici. Le vieux Charles reconnaît que ces importations répondent à un besoin, mais il a quelques appréhensions. Parce que le problème de l'igname qu'on achète à l'extérieur, c'est que c'est valable pour 1 an. Mais 2 ans après, quand tu replantes, ça diminue. La grosseur de l'igname diminue. C'est ça le problème. En plus des craintes d'une dépendance aux plants venant de ces gros producteurs de la côte ouest, le vieux Charles fait aussi référence aux nuisibles et aux maladies de l'igname importées sur l'île. Devant l'expression de ces craintes, ce technicien de l'ADECAL répond que des solutions préventives existent, comme la thermothérapie. Le plus important, c'est connaître les symptômes et puis commencer les cochenilles, commencer les différents nématodes. Et puis après, devant l'étal, auprès des producteurs, leur demander si vraiment ils font la thermothérapie. La thermothérapie, elle fait la cochenille et puis les nématodes. Nous, on conseille, juste après la récolte, 1 semaine après la récolte, il faut faire la thermothérapie. Comme ça, dans le stockage, le stock, il n'est plus infecté par les cochenilles. La thermothérapie consiste à tremper les tubercules pendant 45 minutes dans une eau chauffée à 45 degrés. Le technicien rappelle que les Sénégalais utilisaient aussi les feuilles de plantes appelées bolées ou encore le pissenlit qu'ils frottaient sur les ignames récoltés pour prévenir des maladies et des nuisibles. Santé à présent, le daltonisme touche un homme sur 12 et une femme sur 200 en moyenne. Cette anomalie de la vision affecte la perception des couleurs. C'est le cas de Carole Bourreau. Au quotidien, cette documentaliste au collège de Pointe-Nimier vit avec ce trouble de la vision. Elle se confie à notre journaliste Aurélie Chiron dans ce reportage. Comment on pourrait symboliser une personne daltonienne? C'est une personne qui a un problème avec les couleurs, voilà. De vue. Certains le savent, d'autres pas, mais Madame Bourreau du CDI est daltonienne. Carole a une dyschromatopsie, c'est-à-dire une anomalie de la perception des couleurs. Cette particularité la prive d'au moins un des 3 types de couleurs que l'œil humain peut percevoir, que sont le rouge, le bleu et le vert. Je ne vois pas le mauve, il y a des couleurs que je ne vois pas. Et puis oui, c'est ça, le truc, c'est que j'ai tendance à confondre. Donc c'est ça qui est très bizarre. Ouais. Ça, plus ça, là, tu vois, l'association de ces 3 couleurs, pour moi, c'est pas que ça m'agresse, hein, mais ça me perturbe beaucoup. Là, c'est plus tranché. Quand j'étais à l'école, par exemple, et bien, sur chacun de mes crayons ou de mes feutres, j'avais la couleur qui était scotchée, pour que je me repère pour faire les cartes, tout ce genre de choses. Parce que les crayons de couleur, et les craies, c'est le pire. Alors, on me fait un truc au tableau à la craie... Carole a été diagnostiquée daltonienne à l'âge de 7 ans grâce au test d'Ishihara. Le plus utilisé, celui-ci indique si et dans quelle mesure vous distinguez le rouge et le vert. À l'époque de mon papa, on ne faisait pas les tests. Mon papa n'a jamais su qu'il était daltonien. Hein. C'est jusqu'à ce que moi, j'ai fait des analyses qu'on s'est rendu compte que papa était daltonien. Et on suppose que ma maman porterait aussi les gènes parce qu'il est vraiment très très fort en moi. J'ai un frère aîné qui ne l'est absolument pas. Donc la génétique aurait, je pense, voulu que ce soit mon frère qui soit daltonien. Et non, donc c'est tombé sur moi, mais ma fille n'est pas daltonienne. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ah mais rien, moi je vois des points. Moi je vois un ensemble de points. Donc là, oui, il y a du jaune. Surtout je vois bien le jaune là. Mais même ça, après... Je me souviens d'avoir vu un chien vert, mais vert comme l'herbe, quoi. Ça, je le vois bien. Il m'était arrivé... Bon, la difficulté que j'ai, c'est de ne pas avoir des arcs-en-ciel. Ouais. Le daltonisme a différentes causes, mais dans la majorité des cas, l'affection est héréditaire. Particulièrement liée au sexe, il est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Les gènes concernés se trouvent sur le chromosome X. Les femmes ont 2 chromosomes X et l'homme un seul. Les femmes seront daltoniennes uniquement si leurs 2 chromosomes X sont porteurs du gène. On considère que 8% des garçons présentent un certain degré de daltonisme, tandis que moins de 1% des filles en souffrent. Ce
qui pourrait me faire peur, c'est de perdre de moins voir des couleurs. Je ne sais pas si c'est possible, mais il y a un truc avec le orange en ce moment. Avec le temps, Carole s'est adaptée à vivre avec cette particularité. On sait qu'il y a des choses comme les feux tricolores. On sait qu'en haut c'est rouge et qu'en bas c'est vert. Mais bon, en province nord ça va, ça pose pas trop de problèmes pour circuler. Puis je descends rarement à Nouméa en voiture, donc de toute façon, voilà. Mais voilà, juste ce genre de choses. Aujourd'hui, Carole espère beaucoup en la technologie. Peut-être un jour verra-t-elle les couchers de soleil et les arcs-en-ciel. O-News Radio sur outremernews.fr.